La question du pouvoir de décision est donc fondamentale. Et quand on lit ça à l'aune, en fait, de la future 5e République, de la vision de Gaulle qu'il avait déjà depuis 1941, en fait, c'est très intéressant de voir que tout se met tout est imbriqué. C'est véritablement un système que veut le général de Gaulle. Et de fait, il n'y eut que 2 administrateurs généraux délégués du gouvernement au CEA sous la 4e République, contre 17 présidents du Conseil. Les administrateurs généraux ont donc eu le temps d'agir. L'expérience industrielle de la France pendant la drôle de guerre et sous Vichy va confirmer un autre grand principe que connaissait Joliot de longue date. Rien ne peut se faire en France sans l'industrie privée. Quand même, heureusement. Un grand établissement à vocation industrielle comme le CEA ne pouvait pas être un laboratoire de quelques dizaines de mètres carrés. Tôt ou tard, il lui faudrait trouver des partenaires, des espaces et des capitaux. Il fallait donc que le CEA s'imagine comme devant être en relation industrielle avec les grands établissements privés. Le CEA a donc été un établissement public qui avait une gestion privée. Et l'article 5 de l'ordonnance du 18 octobre a dispensé le CEA, écoutez bien, du contrôle financier auquel étaient soumis tous les autres établissements publics. Il se passera de longues années avant que la commission de vérification des comptes des entreprises publiques mette quand même son nez dans les finances du CEA, mais on verra que personne ne comprendra rien du tout à l'emploi des fonds et qu'on a même fait semblant de ne pas comprendre d'ailleurs. Et le mot commissariat, d'ailleurs, n'est pas choisi par hasard, puisque le titre de haut commissaire est un titre diplomatique et gouvernemental, et donc non administratif. Le CEA est vraiment une entreprise qui n'a jamais eu d'équivalent. Le CEA aura donc 2 têtes au sommet de sa hiérarchie, un administrateur général pour la science administrative, et donc, vous l'avez compris, un haut commissaire pour la science physique. Cette diarchie va poser en réalité plusieurs problèmes de préséance et va brouiller les relations entre le premier couple longtemps associé de l'aventure atomique. En effet, entre 46 et 50, la vie à la tête du CEA ne pouvait être que difficile entre 2 hommes de très forte personnalité. Vous avez cette rivalité de préséance qui a été si vive que sur les registres fondateurs du CEA, les 2 fondateurs, donc Dautry et Joliot, portent tous les 2 le numéro 1. Le but, en tout cas, du CEA est limpide. Poursuivre les recherches scientifiques et techniques en vue de l'utilisation de l'énergie atomique dans les divers domaines de la science, de l'industrie et de la défense nationale. Mais le CEA sortait à peine de ses limbes quand, le 20 janvier 1946, De Gaulle se retire des affaires. De Gaulle, en fait, a créé une sorte de manufacture royale, si vous voulez, au sein de la République, un vrai conseil scientifique du souverain, mais lui ne serait plus roi en son royaume. Et on verra comment, de sa retraite champenoise, en fait, il va ne cesser d'agir dans l'ombre pour que la mission qu'il avait assignée au CEA s'accomplisse. Du coup, de 1945 à 1950, le CEA paraît progressivement se déboussoler, s'enliser dans une sorte de malaise croissant, si vous voulez. Joliot semble renier ses propres découvertes, il se désintéresse de la bombe et glisse avec ses disciples vers une sorte de pacifisme intégral. Pire, la France s'engage solennellement à renoncer à l'arme nucléaire en juin 1946. En tout cas, officiellement. Ce faux départ permet en fait de travailler secrètement à la bombe sans trop éveiller l'attention des puissances nucléaires. Enfin, on a compris. Côté ambiance, aucun membre de l'Académie de médecine ne songe à contredire le prix Nobel quand il déclare, je parle de Joliot, notre imagination nous permet déjà d'envisager de nombreuses applications pacifiques comme notamment, écoutez bien, la création artificielle de pluie. C'est vrai que ce dernier point peut paraître curieux. Il ajoute même quelques mois plus tard, ne peut-on envisager la création d'immenses nappes de nuages en faisant éclater une bombe aux hautes altitudes riche en vapeur d'eau sursaturée ? L'idée qu'il avait, c'est que d'énormes nuages de vapeur d'eau se seraient formés et pourraient modifier les climats et protéger du soleil de vastes étendues. Je ne sais pas du tout si ça a été fait, je ne pense pas, évidemment, je pense qu'on le saurait. Toujours est-il qu'avant 1950, on ignorait encore presque tout, bien sûr, des conséquences des retombées radioactives. La bombe devient progressivement un engin d'utopie, un engin de terrassement, un instrument donc pour faire pleuvoir, vous avez compris, une excavatrice des fonds marins, enfin bref, tout et n'importe quoi, ça devient un objet quasiment magique. L'atome serait même la source d'énergie qui manquait à la France.
Pendant ce temps-là, vous avez un mouvement pacifiste contre la bombe qui part des États-Unis et d'Angleterre. Et signe des temps, les membres du comité scientifique du CEA étaient sur la même longueur d'onde que les pacifistes américains, ce qui est quand même incroyable. Comment tout ça va se décanter ? C'est la grande question. Après Potsdam, la France reçoit en partage un morceau de l'Allemagne. Or, la zone française d'occupation, la ZFO, était totalement décousue, mal fagotée. Elle formait un assemblage hétéroclite, si vous regardez les cartes, composé de pas mal de morceaux empruntés aux Anglais, aux Américains, ici ou là. En gros, tout ce qu'on avait bien voulu nous laisser. La France allait donc administrer une zone qui représente environ 8% quand même de la superficie totale de l'Allemagne et 10% de la population allemande. Elle s'étend sur 43 000 km². Les immenses forêts semblaient les uniques vraies ressources en fait de ces vieux pays dans le sens région si vous préférez. Seule la Sarre jouit, si vous voulez, de mines de charbon. Les ressources industrielles de la zone française n'ont évidemment rien de comparable aux richesses de la Ruhr britannique ou de la Saxe soviétique. Vous pensez bien, comme je dis, ils nous ont laissé les miettes. Mais la France va tirer en butin et réquisition pour quand même 1,4 milliard de dollars, valeur de 1938. $1 de 38, c'est égal, si vous voulez, à 22 $ aujourd'hui. Le butin a donc été pour nous de presque 31 milliards de dollars, c'est-à-dire en gros 28 milliards d'euros d'aujourd'hui. C'est certain que les Français vont se distinguer des autres alliés occidentaux parce qu'ils avaient en vue à la fois de gouverner et d'exploiter leur zone d'occupation. C'est donc grâce aux prélèvements allemands et surtout, mais à quel prix, grâce à l'aide économique des États-Unis, qu'on a pu assez rapidement nous relever de nos ruines. Les Américains vont chercher essentiellement à obtenir du pays vaincu, eux, des réparations intellectuelles. Le pillage de la richesse du savoir a été le seul et vrai dédommagement que s'est octroyé l'Amérique. Au bout de quelques 24 mois, ils vont réussir la plus grande captation scientifique jamais réalisée dans l'histoire de l'humanité. On a eu l'occasion d'en parler lors d'un Twitch un soir en direct, pour ceux qui étaient là. De son côté, Joliot voulait bâtir une espèce d'antenne du CEA en Allemagne. Le grand projet nucléaire français à Mayence va rencontrer des milliers d'obstacles. Du côté français, les hommes en place changeaient souvent en plus, et puis ces nombreuses modifications vont entraîner bien entendu des remaniements, des retards dans les transmissions d'ordre. Les Allemands de leur côté ne veulent pas de laboratoire nucléaire, du coup les relations commencent à s'aigrir. En février 1947, les travaux n'avancent pas, les architectes allemands mettent autant d'obstacles que possible pour retarder la construction des laboratoires nucléaires. Leur manque d'ardeur d'ailleurs était si manifeste qu'on aurait pu en rire. L'administrateur français a calculé que le travail des maçons consistait à poser une brique toutes les 2 minutes et un parpaing toutes les demi-heures. Vous voyez un peu, donc il faudrait 375 ans pour avoir quelque chose. L'Institut de Mayence sera achevé en fait quand les Français n'exerceront déjà plus leur souveraineté sur la zone. Les Français ont eu à l'égard des savants allemands la même attitude qu'au regard du simple citoyen. Toujours idéalistes, ils vont se donner pour but politique de forger une nouvelle mentalité allemande.